Sommes-nous seuls et comment faire face au géant américain qui écrase tout sur son passage? L'appeler daddy ou au contraire imposer un rapport de force, surtout quand il dit ceci sur le Groenland? Écoutez. Et ces droits de douane, le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande se sont rendus au Groenland pour des raisons inconnues. Et puis, il enchaîne. Cette situation est extrêmement dangereuse pour la sécurité et la survie de notre planète. Ces pays qui se livrent à ce jeu périlleux prennent des risques insoutenables et inacceptables. Bonsoir Pierre Lelouch. Bonsoir. Votre livre Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde aux éditions Odile Jacob. Quand vous voyez ces mots de Donald Trump qui menacent tout de même les pays européens dès le 1er février de 10% de droits de douane, quelle doit être notre réponse? Quelle doit être et 25 au mois de juin. 25 le mois de juin. Supplémentaire au 15 actuel, c'est-à-dire 40% de droits de douane. C'est ça l'histoire. Dans ce livre, j'ai essayé de montrer comment la guerre d'Ukraine avait été un accélérateur de mouvements en profondeur dans la communauté internationale, dans les rapports de force internationaux. Elle a créé naturellement une situation de guerre au centre-Europe qui est épouvantable et qui est géopolitiquement une très lourde affaire. Parce que la question, c'est qui va prendre le contrôle de la région située entre l'Allemagne et la Russie. C'est l'endroit stratégique majeur en Europe et c'est là que se joue l'avenir de l'Union européenne, notre avenir. Donc, cette affaire-là n'est pas réglée. Mais en même temps, cette guerre non déclarée entre l'OTAN et la Russie a fait que on a fabriqué le cauchemar de Kissinger, c'est-à-dire une alliance entre la Chine et la Russie, qui ont réussi à agréger ce qu'on appelle le Sud global. Ils l'appellent, eux, la majorité mondiale. Et donc, on a vu s'accélérer des changements systémiques, des métastases un peu partout, une éruption de violence décomplexée un peu partout dans le monde. Et ce que j'avais prévu dans le livre, c'était l'élection de Trump. Mais ce que je n'avais pas prévu, et qu'on voit depuis un an maintenant, c'est l'incroyable révolution que cet homme-là est en train de faire, non seulement à l'intérieur des États-Unis, où les changements sont énormes, mais aussi à l'international. Cette affaire du Groenland, venant après d'autres histoires, Gaza, la guerre avec l'Iran, le Venezuela, cette affaire est en train de devenir une affaire majeure sur l'avenir de l'OTAN. Parce que, d'abord, lui, il a décidé de prendre le Groenland. Endroit que je connais, à l'époque, j'étais président de l'Assemblée de l'OTAN, j'avais été visiter la base de Thulé, où, je ne sais pas si vous le savez, un bombardier B-52 américain s'était crashé. Dans la glace. Dans la glace. Il était porteur de 4 bombes thermonucléaires. 3 ont été retrouvées, il y en a toujours une en dessous. Enfin, bref. Donc, le Groenland, il en a besoin, pour des raisons stratégiques, dit-il, et économiques. Et d'ailleurs, il n'y a pas tort. Quelque part, le Groenland est absolument stratégique. Il l'a toujours été, d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, après, pendant la guerre froide, puisque c'est le passage des sous-marins russes ou soviétiques. Donc, c'est une zone très, très stratégique. Avec la fonte des glaces. Voilà, avec la fonte des glaces, ça va devenir une autoroute de circulation, et notamment pour la Chine également. Donc, c'est stratégique. Question, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? À mon avis, oui. Ça va se finir par un deal? Alors, il y a toutes sortes de deals possibles, puisqu'il y a déjà un accord de défense entre le Danemark et les États-Unis depuis 1951, et concrètement, les Américains peuvent faire ce qu'ils veulent au Groenland. Ils pourraient remettre des bases s'ils voulaient demain. Autant qu'ils veulent. D'ailleurs, ils en avaient jusqu'à 17. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent la propriété du Groenland, et je crois qu'il ne va pas changer d'avis. En face de ça, vous avez des gens qui disent « N'attendez, pas touche le Groenland, c'est le Danemark ». Et j'ai vu notre ministre des Affaires étrangères expliquer que c'est une terre européenne. Bon. Emmanuel Macron dit la même chose ce soir, dans un tweet. Le problème, c'est qu'ils sont allés trop loin des deux côtés pour reculer. Ce que je ne vois pas, c'est comment on arrive avec les gesticulations actuelles, à impressionner M. Trump. La seule chose qui impressionnerait Trump aujourd'hui... c'est pas d'envoyer 2 officiers norvégiens et 13 militaires français ou allemands sur le terrain. C'est de décider de contre-mesures économiques majeures. Quand il menace de droits de l'homme, de droits de douane, il faut être capable de montrer les droits de douane. Vous voulez une guerre économique, on va faire la guerre économique. On tapait sur le numérique. On ne cède sur rien.
on monte la tension. La difficulté, c'est que les Européens, d'abord, n'ont peut-être pas les moyens de faire ce genre de représailles économiques vu l'état de nos économies. Deuxième, non, on a besoin des États-Unis en Ukraine. Si l'Amérique arrête le renseignement en Ukraine et arrête de livrer des armes, même si on les paye nous, on va se retrouver dans une situation très complexe. Donc, les États-Unis restent dominants dans le système et il faut un saut qualitatif dans les réponses européennes pour arriver à quelque chose, arriver à l'intéresser. Pour l'instant, il est convaincu que nous n'avons aucun moyen de pression sur lui et malheureusement, il a raison. C'est pas en envoyant quelques soldats, en prétextant d'ailleurs qu'ils sont pas là pour Trump, ils sont là pour les Russes et les Chinois, qu'on va dissuader M. Trump. C'était un peu pour lui dire, très clairement, vous dites que c'est la sécurité, dans ces cas-là, on est capable d'envoyer d'autres choses. Oui, vous trouvez ça risible? Je veux dire, c'est juste pas possible. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Si on veut créer un rapport de force, il faut être capable de penser l'avenir sans l'OTAN. Parce que s'il y a un clash, et là il est en train d'aller vers le clash, en disant je vais vous mettre des sanctions, si vous n'acceptez pas que j'achète, je vous prendrai. C'est ça que ça veut dire. Bon, si on va vers le clash, il n'y a plus d'OTAN. Comme l'a dit la première ministre danoise, elle n'a pas tort. Elle dit il n'y a plus d'OTAN. Est-ce que nous sommes prêts mentalement à imaginer l'avenir de l'Europe sans les États-Unis? Ça fait 80 ans qu'on est biberonné à la défense américaine, gratuite. Moins chez nous, grâce au général de Gaulle, grâce à la force de dissuasion, mais enfin, tous nos voisins, partenaires, les Anglais, les Allemands, tout le monde, et voilà, on se tourne vers l'Amérique pour nous protéger. Les Britanniques, même sur le nucléaire. Bien sûr, dont la force nucléaire est de facto contrôlée par les Américains. Donc, est-ce qu'on est capable de faire cet acte d'indépendance qui consiste à dire, à partir de maintenant, on est capable de gérer la guerre d'Ukraine, gérer le Groenland sans les Américains, voire contre les Américains, avec ce que ça implique en matière économique, technologique, militaire, de dépenses publiques. Et ça, je n'ai pas entendu ça encore. Vous voyez, j'entends des gesticulations diplomatiques en disant c'est inacceptable, c'est pas bien. Bon, de l'autre côté, Trump, il regarde les rapports de force. Il est comme Poutine. Donc nous voilà coincés entre deux prédateurs. L'un, l'Américain, décide que il en a besoin. Il est devenu comme les Russes et les Chinois, il est devenu révisionniste. Donc j'en ai besoin, je prends, d'accord. Le Russe dit j'ai besoin de l'Ukraine, je garde l'Ukraine. Et nous au milieu, on ne peut pas dire qu'on est les vainqueurs de cette transition du monde. On est même en train de devenir, pardonnez-moi, les cocus de la transformation du monde. Parce qu'on a peut-être trop cru aux dividendes de la plaie pendant trop longtemps. D'abord, on a désarmé. Vous avez complètement raison de le rappeler. On avait des armées, on est sorti avec des armées à l'os. Après la guerre du Golfe, vous vous souvenez, on a considéré qu'il n'y avait plus de problème en Europe et que par conséquent on supprimait les services militaires, on vendait les casernes et on faisait une petite armée, certains disent une armée zombie, d'ailleurs très efficace, mais qu'on envoyait en Afrique surtout, mais pas dans des configurations de guerre en Europe. Or, ce monde-là a changé. En Ukraine, aujourd'hui, il y a, tenez-vous bien, 1,5 million de soldats qui se font face sur une ligne de front de 1200 km. Cette guerre, ça fait 4 ans qu'elle dure. Elle a causé la mort et des blessés de 1,5 million de personnes. Donc c'est à ça qu'il faut se préparer, et préparer les opinions publiques, et faire les choix économiques. Mais quand je regarde, malheureusement, et je le dis avec beaucoup, beaucoup de peine, quand je regarde l'état de notre pays, les institutions bloquées, incapables de faire voter un budget, on parle j'entendais Macron l'autre jour, pour être craint, il faut être fort, il est incapable de faire voter un budget. Et les 6,7 milliards qui étaient promis cette année, qui ne passeront donc pas pour l'instant tant qu'il n'y a pas de budget. J'en sais rien, je ne sais pas où ils sont. Mais ce que je sais, c'est que notre voisin allemand, lui, il a décidé de mettre 500 milliards dans les prochaines années, il met plus de 100 milliards cette année. Donc très vite, l'Allemagne va réémerger comme la grande puissance militaire sur le continent. Ça va avoir des conséquences majeures, pas seulement industrielles, mais même géopolitiques. Un peu comme en 1918, après le traité de Versailles, et le ratage politique et stratégique de Versailles, on avait vu les petits États du centre-Europe se regrouper autour de l'Allemagne. C'est un peu ce scénario que je crains. Donc quand on voit ça, nous voilà dans une situation qui est pas bonne, franchement pas bonne. Alors justement, quand on voit ça, est-ce que c'est la fin de l'OTAN? Voici ce que me disait le général de Villiers qui était à votre place hier soir. Écoutez. On ne peut plus faire comme avant, le droit n'est plus respecté. Les organisations internationales mises en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces stabilisateurs automatiques, suivant la belle expression de l'ambassadeur Delattre, ces stabilisateurs ne sont plus efficaces.
Donc il faut tourner la page et venir dans la page de la force. Seule la force sera respectée. Et c'est pour ça que, au-delà de la diplomatie, il faut réarmer en accéléré. Réarmer nos armées pour qu'elles soient capables de faire la guerre, pas simplement des opérations de guerre, réarmer les forces morales du pays pour que nous ayons une unité nationale. Que se passerait-il si nous étions à la place des Ukrainiens en France aujourd'hui ? Et puis, il faut mettre en œuvre cette fameuse économie de guerre dont le président a reparlé dans ses vœux. Mais aujourd'hui, c'est une expression, ce sont des paroles. Rien n'a changé dans les procédures vis-à-vis des industriels. Rien n'a changé ? Je vais vous dire, Gérald de Villiers, je connais, j'ai beaucoup d'estime pour lui, fait une confidence. À la veille de l'élection présidentielle de 2017, il était chef d'état-major des armées, et moi j'étais aux côtés de François Fillon, donc on a parlé un peu de défense, et il était très clair, il disait à l'époque, c'est-à-dire il y a 10 ans, l'urgence d'un réarmement de la France. Il le disait. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Fillon a été éliminé, Macron a été élu, et lors de la descente des Champs-Élysées, vous vous souvenez, Macron avait Villiers à côté de lui. Villiers a réclamé un réarmement rapide. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été viré. Instantanément. C'est moi le chef, je suis Peter, etc. Et du coup, le réarmement de la France n'a pas vraiment eu lieu. Macron a bouché quelques trous. Mais on n'est pas en état aujourd'hui de mener une guerre à grande échelle en Europe. Il y a énormément de progrès à faire. C'est pas la qualité des hommes qui est en question. Nos soldats sont respectés partout pour leur professionnalisme. Mais on n'a pas de munitions, on n'a pas assez d'armes, pas assez d'avions, de bateaux. Est-ce qu'il y a un problème du côté des industriels ? Emmanuel Macron le dit, il pointe du doigt les industriels. Macron, c'est toujours la faute des autres. Le problème des industriels de défense, c'est qu'ils ne peuvent pas produire s'il n'y a pas de commande. Pour faire des armes, il faut acheter des machines, il faut former des ingénieurs, il faut avoir le personnel, et ce sont des programmes qui durent longtemps. Et payer les sous-traitants, et payer les sous-traitants. Si vous ne passez pas la commande publique, eh bien, il ne se passe rien. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de mal à faire redémarrer l'outil industriel. Les Allemands ont compris ça, c'est pour ça qu'ils injectent énormément d'argent tout de suite. Regardez une boîte comme Rheinmetall, par exemple, qui faisait d'abord des tanks. Aujourd'hui, elle fait des fusées, elle va faire toutes sortes de choses, des bateaux. Son action est passée de quelque chose comme 150 € à plus de 2500 en l'espace d'un an. Pourquoi ? Parce que les Allemands ont pris la décision de réarmer. Quand les Allemands décident, ils font. Nous, on cause. C'est le malheur français. On se perd dans des discours, toujours très beaux d'ailleurs. Macron fait de magnifiques discours, parce que derrière, ça ne suit pas. Et l'intendance, comme disait Napoléon, c'est quand même l'essentiel. Surtout en matière de guerre et de paix. Des voix s'élèvent en Europe en disant « Nous ne pouvons plus rester les bras croisés face à l'attitude de Donald Trump ». Et c'est le cas de Giorgia Meloni. Écoutez. Cette stratégie est erronée, mais si elle ne fonctionne pas, l'alternative doit m'être présentée. Que comptons-nous faire ? Nous devons prendre nos distances dans le sens où nous devons sortir de l'OTAN, nous devons fermer les bases américaines, nous devons rompre les relations commerciales, nous devons attaquer les McDonald's. Je ne sais pas ce que nous devons faire, mais il est clair que nous devons faire quelque chose. Fermer les bases américaines, fermer Rammstein, ça vous paraît attaquer les McDonald's, c'est peut-être pas la bonne chose, c'est pas le plus efficace. Mais elle a dit ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Si on veut changer de braquet, il faut être capable mentalement de se dire, on va s'assumer à partir de maintenant. Mais pas on au sens de Madame von der Leyen qui fait la grande chef de guerre, mais que personne n'a élu. C'est pas elle qui va faire tuer les gens. Il faut que chacun des grands pays européens décide que le moment est venu de se reprendre en main, donc de redécouvrir ce qu'était la puissance. Avant ce système très particulier qu'ont été ces 80 années de protection américaine quasi gratuite, très confortable, et pendant laquelle, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait l'Europe, on a fait Schengen, on a fait... Je voudrais vous rappeler quand même quelque chose de très important pour la suite, et qui est dans mon livre, et c'est quelque chose de très très important. C'est l'histoire. L'Union européenne, la communauté européenne, elle est née en 1955 dans une réunion à Messine, puis c'était la CECA, puis le traité de Rome en 58. Bien d'accord. Bon, mais elle est née après le retour des Américains en Europe, l'OTAN, et puis surtout les 300 000 soldats plus les armes nucléaires. Après la défaite de la communauté européenne de défense à l'été 54 à l'Assemblée nationale française,
l'idée d'une Europe de la défense a été enterrée, les Américains sont revenus, et c'est eux qui ont pris le contrôle, y compris de l'armée allemande, qui était sous contrôle américain. C'est comme ça qu'on a fait le réarmement de l'Allemagne, c'est comme ça qu'on a construit le socle de sécurité de la future Europe. L'année suivante, vous avez vu la construction d'une Europe, mais dont l'ADN est post-national, pacifiste, non militaire. Nous sommes une puissance morale. Et regardez par exemple notre affaire de Green Deal, de transition énergétique. Nous devons être un modèle d'une Europe post-nationale, gentille, qui ne fait pas la guerre et qui fait un modèle pour l'environnement. C'est ça l'ADN de l'Europe. Alors il faut passer de ça, de cette culture-là, à la culture de la force, de la puissance, sans laquelle il va être compliqué de dire aux Américains d'aller se faire voir. Mais peut-on encore travailler à l'unisson au niveau européen? On voit bien qu'il y a des voix qui divergent, même sur ce qui s'est passé au Groenland. Le ministre de la Défense italien, Monsieur Crosetto, a dit « Mais vous voyez cette blague-là des 15 soldats italiens qui vont au Groenland, il faut qu'on arrive unis. » On a des voix comme la Hongrie, la Slovaquie, qui tout de même sont assez différentes de celles du cœur de l'Union européenne, les Français, les Allemands. Est-ce qu'on peut encore fonctionner de cette manière-là, où il faut fonctionner en tant qu'État-nation qui collabore de manière un peu restreinte sur certains projets? Alors vous posez la question de fond. La stratégie des européistes derrière Madame von der Leyen, c'est l'élargissement. Sur quoi elle travaille en ce moment, von der Leyen? C'est une Europe à 40. C'est-à-dire en fait une Europe à l'allemande fédérale, où la décision sera prise par elle, naturellement, et un Parlement qui deviendra souverain, et disparaissent les nations. Si on fait ça, c'est mortifère. Vous ne pouvez pas faire de la défense à un niveau supranational ou fédéral. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique. Nous sommes des nations avec des histoires différentes. La solution, c'est pas celle-là. La solution, c'est que on revienne à une Europe d'un noyau dur, des principales nations, une histoire militaire, des moyens de chacun reconstruire une force, et ces forces travailleront ensemble. Si la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie monte en puissance et fabrique un ensemble de forces crédibles, Poutine écoutera Trump aussi, parce que ce seront des forces disponibles et puissantes. Mais si on continue à envoyer la balle sur d'interminables discussions de qui fait quoi, la commission et tous ces sigles, safe, je sais pas quoi, on va prendre un petit emprunt. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris un emprunt de 150 milliards. Oui. C'est rien pour 35. Et les Britanniques ont refusé de 6 juin d'ailleurs. Faites un emprunt et puis après on vous dit mais les exportations c'est nous, à la commission, qui allons décider. C'est la fin de la souveraineté des États. Je crois que c'est la dernière chose à faire si on veut vraiment flinguer l'avenir stratégique de l'Europe, c'est de passer par Madame von der Leyen. Il faut que les États... Le vrai sujet est là. Et c'est pour ça que l'élection présidentielle en France, elle doit être majeure. C'est un moment tournant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être européen. Ça veut dire que l'Europe à 28, ça ne marche pas. J'ai été ministre des Affaires européennes. Je peux vous dire que dans une table où il y a 28, c'est grand comme un terrain de basket. Donc vous voyez vos collègues sur un écran de télé, 2 minutes de temps de parole. Vous allez m'expliquer que c'est comme ça qu'on fait avancer le Conseil européen? C'est marrant parce que les généraux de l'OTAN, certains m'ont dit, on est obligé de travailler en format restreint et d'avoir des discussions restreintes parfois, pour pouvoir préparer l'après et convaincre les autres. Parce que sinon on n'y arrive pas. Bien sûr. On peut pas faire la guerre à 28, ça n'a aucun sens. Il faut relire... il y a un livre merveilleux qui vient de sortir sur les mémoires du général Mordac qui raconte la guerre de Clémenceau. Et combien c'était difficile pendant la guerre et ensuite pendant les négociations du traité de Versailles. Les coalitions où il y a 25 ou 30 pays, c'est épouvantable. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionne sur rien, ni sur l'énergie, où les Allemands et les Français ne sont pas d'accord, ni sur des programmes industriels importants. Regardez l'avion de combat franco-allemand, il est déjà mort. Il y aura un avion français et un avion allemand, et d'ailleurs tant mieux pour l'industrie française, parce que nous, au moins, on sait faire des avions. Donc voilà, il faut être réaliste. Si on ne fait pas l'avion, on fera autre chose, mais au moins les forces seront... planifiées en même temps, il y a un accord politique pour qu'elles agissent ensemble, et ça peut fonctionner. Mais pas, encore une fois, ce modèle fédéraliste qui est mortifère. Alors Donald Trump, bulldozer, après Gaza, l'Ukraine, le Venezuela, le nouveau sujet international de Donald Trump, c'est bien entendu l'Iran, et le régime sanguinaire accuse le président américain d'avoir du sang sur les mains. Écoutez-les.
La particularité de ces émeutes était que le président des États-Unis lui-même s'est impliqué. Il s'est exprimé, a fait part de son opinion et a proféré des menaces. Il a encouragé les émeutiers, leur a envoyé des messages depuis les États-Unis. Je dirai plus tard de qui il s'agissait, leur disant d'aller de l'avant, d'avancer sans crainte. Il a déclaré « Nous vous soutenons, nous vous apporterons un soutien militaire ». En d'autres termes, le président américain lui-même s'est impliqué dans les troubles. Il en fait partie. Et Donald Trump dit clairement ce soir, toutes les options sont sur la table, mais en plus de ça, il dit à Politico, à la presse américaine, il est temps de chercher un nouveau leadership en Iran. Est-ce que vous avez cru à un moment au lâchage des Américains? Au lâchage, non, mais à une solution un peu transitoire à la vénézuélienne. On gagne du temps, on attend que les choses se décantent, parce que en rajouter, c'est probablement créer une crise régionale dont les Arabes ne voulaient pas. Il a reçu toutes sortes de coups de fil de ses amis qataris, émiriens, saoudiens sur le thème faut pas une nouvelle inflammation. Pas de déstabilisation. Oui, parce qu'ils connaissent bien le régime iranien, ce sont des meurtriers. Ce sont des hommes d'affaires, hein, parce que derrière les Bassidji et tout ça, c'est surtout de l'argent. Ils contrôlent la totalité de l'économie et ils sont d'une cruauté totale. Pendant la guerre contre l'Irak, ils envoyaient des enfants se faire tuer en première ligne. Et là, ils n'ont aucun complexe à tirer sur la population dans des conditions épouvantables. Et ensuite, en faire payer les familles pour aller rechercher... Marchandisation des corps. Ouais, oui, et marchandisation du nombre de balles à l'intérieur du corps, sachant que chaque balle vaut 3 000 €. Je ne sais pas si vous voyez le degré de cruauté. Donc ces gens-là n'ont plus rien à perdre aujourd'hui. Ils ont pris un grand pays extrêmement doué en otage depuis 47 ans. Ils ne peuvent pas lâcher sans risquer eux-mêmes leur peau, donc ils iront jusqu'au bout. La question c'est, est-ce que l'opposition iranienne peut servir de relais à ce peuple qui se soulève d'abord pour des raisons économiques? Ils n'ont plus rien à manger. La monnaie s'est effondrée, le pays est par terre. Pas d'eau, pas de ressources, et les sanctions n'ont pas aidé. Après, je pense que Khamenei, qui est un grand criminel, lui, c'est un régime zombie qui se nourrit du sang de son propre peuple. Au passage, je note d'ailleurs que la gauche française est bien timide sur le sujet. J'ai connu une époque où il y avait des Kouchner et autres qui parlaient de, souvenez-vous, du devoir d'ingérence, d'aider les peuples martyrisés par leurs gouvernants. Personne n'en parle. Sans doute s'agit-il d'un régime musulman, donc on ne va rien dire de mal contre un régime musulman, à une théocratie chiite. Vous trouvez qu'il y a une hypocrisie sur ce point? Total, un manquement total, y compris de l'Europe d'ailleurs, parce que et de la France, ça fait un bon moment que les gardiens de la Révolution devraient être considérés comme une organisation terroriste, un bon moment que tous les avoirs iraniens, et il y en a beaucoup, doivent être saisis. Même chose qu'on a fait sur les oligarques russes, il y a des oligarques aussi en Iran. Rien de tout cela n'a été fait. Mais je pense que Khamenei, pour revenir à son discours tout à l'heure, a fait une erreur. Parce que là, il a attaqué directement Trump et il lui donne une vraie excuse pour lui taper dessus et taper notamment sur les installations militaires. Maintenant, c'est pour ça qu'il n'y a rien eu jusqu'ici. On ne fait pas un changement de régime par des bombardements. C'est pas possible. On peut fragiliser peut-être à condition d'être extrêmement précis, mais je pense que Khamenei est dans l'escalade avec les États-Unis. Il essaye de rassembler sa base sur toujours cette même rhétorique anti-américaine, mais ça marchera pas parce que les gens, ils sont plus dans l'idéologie en Iran. Ils veulent juste manger et le pays est arrêté parce qu'il n'y a plus rien à bouffer, quoi. Ceux qui peuvent être précis, ce sont les Israéliens. Ils l'ont montré lors de la guerre des 12 jours, en tuant certains ingénieurs du nucléaire, certains gardiens de la Révolution. Et on apprend par la presse américaine que Donald Trump et Netanyahou se sont eus au téléphone une deuxième fois. Est-ce qu'il y aurait une manœuvre commune possible pour faire des attaques ciblées sur le régime iranien? Les Américains ont sûrement besoin du renseignement israélien qui est très puissant à l'intérieur de l'Iran. Il y avait, vous le savez, des liens très étroits entre l'Iran et Israël pendant la période du Shah. Et il y a une grande communauté juive aussi en Iran, donc il y a des liens anciens. Beaucoup de renseignements viennent d'Israël. Le problème d'Israël, c'est qu'ils ne veulent pas non plus se retrouver dans une guerre de missiles à nouveau, parce que ils ont reconstruit leur base de missiles balistiques. Et les missiles balistiques, ça finit par passer les défenses. Donc il y a eu quand même pas mal de dommages en Israël. L'idée de repartir dans une autre guerre,
Mais c'est pas exclu. Si les Iraniens, en ayant soi-disant calmé la situation, s'en prennent maintenant aux États-Unis, on peut être dans une dynamique d'escalade. Et donc le monde est en train de basculer entre ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe toujours en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui se passe aussi à Taïwan. Et parce que cette situation, cette tripartisation, le monde est en train de passer à 3 empires, Amérique, Russie, Chine. L'Amérique dit j'ai le droit de faire ce que je veux, le Russe dit pareil, le Chinois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un blocus autour de Taïwan il y a une semaine, et aujourd'hui on apprenait à la presse américaine qu'ils avaient commencé à envoyer des drones pour la première fois au-dessus de l'île de Taïwan. Donc on a des sujets d'inflammation qui sont extrêmement sérieux, et nous on en est toujours à essayer de faire voter un budget. C'est avec une assemblée complètement éparpillée, un président qui contrôle rien mais qui fait des discours, et franchement, je vous parle en citoyen et pas seulement ancien politique, ministre, etc., en citoyen qui a passé sa vie à travailler sur ces questions internationales. Je pense que la période est probablement la plus dangereuse que celle qu'on a connue depuis la crise de Cuba, bien sûr, même depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une figure apparaît pour la transition en Iran, personnalité qui a rencontré de nombreuses reprises l'administration américaine, c'est Reza Pahlavi. Écoutez, ces mots, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, je demande au monde entier de faire 6 choses. Premièrement, protéger le peuple iranien en affaiblissant la capacité répressive du régime, notamment en ciblant les dirigeants des gardiens de la révolution islamique et leur infrastructure de commandement et de contrôle. Pourquoi Reza Pahlavi est autant adulé que décrié, Pierre Lelouch? Parce que le Shah n'a pas laissé que des bons souvenirs. Il avait cette fameuse police secrète, la SAVAK, et qu'à l'époque, il avait suscité il y avait beaucoup d'inégalités sociales entre le nord de Téhéran et puis le comme aujourd'hui d'ailleurs, comme aujourd'hui. Et le bazar, c'est-à-dire les commerçants, avaient basculé du côté du clergé chiite. Mais à l'époque, il y avait aussi des communistes, il y avait des partis politiques qui étaient tous ligués contre le Shah. Et ça a créé, ça continue à avoir des rémanences jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré le fils du Shah Pahlavi, Reza. Comme dit Trump, c'est un good guy. C'est plutôt quelqu'un de gentil. Je pense pas il n'a pas l'étoffe d'un dictateur du tout. Je crois que quand il dit qu'il veut aider à la transition, je pense qu'il dit la vérité. Pour beaucoup d'Iraniens où il n'y a pas de figure qui émerge, beaucoup se sont ralliés à lui, même des gens qui étaient proches du clergé précédemment. Donc je crois qu'il faut lui laisser sa chance, mais le faire travailler et susciter d'autres mouvements politiques. Pour l'instant, on ne les voit pas. Il y a beaucoup d'intellectuels iraniens, parce que c'est un peuple, encore une fois, extrêmement talentueux. Donc il y a des gens de grande qualité, ils ne sont pas encore fédérés, il faut absolument qu'ils le soient. Il ne faut pas non plus que s'il y a une intervention américaine ou israélo-américaine, elle serve de repoussoir et que le régime réussisse à l'effet drapeau à réunir ses soutiens autour de la lutte anti-impérialiste contre les États-Unis. C'est le risque, c'est pour ça d'ailleurs que Trump a hésité. Maintenant, s'il est pris à partie personnellement, je crains que sa réaction soit du même ordre que celle du Groenland. Vous voyez, il n'aime pas. Pierre Lelouch, votre livre Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, aux éditions Odile Jacob.